Merci à tous d'être là donc pour cette conférence que nous avons intitulée Algo-littératie pour une culture numérique choisie et non subie et moins de désinformation. Alors nous avons 3 intervenants sur cette conférence. Tout d'abord, vous la voyez derrière nous sur cet écran géant. C'est Sarah Labelle, professeure à l'université Paul Valéry Montpellier 3, chercheuse au LERAS sur les politiques des données, littératie, médiation, infrastructure et les pratiques culturelles, médiatiques et pédagogiques. Merci beaucoup d'être avec nous, Sarah. On espère que tout va bien pour vous et que vous nous entendez bien. Et puis à mes côtés, Jean-Loup Fourquet, fondateur de Homo Conscientus, créateur blogueur à aprèslabière.fr, cofondateur de Palanca et chroniqueur à Arrêt sur Image. Je crois que j'ai rien oublié. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Bon, mais c'est encore sur LinkedIn, c'est pour ça que je le dis. Et puis on a François Pellegrini, qui lui est professeur d'informatique à l'université de Bordeaux. Merci donc à tous les 3 d'être là. On va donc parler aujourd'hui d'algo-littératie. Je pense que pour qu'on ait tous un point de départ commun, ou en tout cas pour planter le décor, peut-être que c'est bien qu'on reprécise ce qu'est l'algo-littératie. Sarah, est-ce que vous pouvez vous en charger? Qu'est-ce qu'on entend par algo-littératie précisément? Et puis ensuite, on verra avec vos collègues qui sont avec moi s'ils ont la même définition que vous de ce terme énigmatique. Dites-nous tout. Oui, effectivement, le terme peut paraître un peu barbare comme ça, mais et je pense qu'on peut-être nos définitions se compléteront les unes les autres. Alors, l'algo-littératie, à mon avis, c'est vraiment un enjeu contemporain pour comprendre le rôle des algorithmes dans la production et la circulation de l'information des produits culturels, parce qu'ils y jouent un rôle déterminant. Et donc, pour moi, une algo-littératie, ça repose à la fois sur, évidemment, une compréhension de ce que sont les algorithmes en tant que dispositifs technologiques, mais aussi, cette compréhension, elle doit être mise en lien avec une culture médiatique et le fonctionnement, en fait, socio-économique des médias aujourd'hui, et donc des nouveaux rôles que peuvent jouer les industries du web, les industries du numérique, dans les industries médiatiques. Et puis, peut-être un troisième élément de définition, ça serait le fait que quand on dit littératie, il y a forcément une dimension politique, et donc de pouvoir instaurer une relation critique face à ce que Antoinette Rouvroy et son collègue Berns parlent de gouvernementalité algorithmique, hein, c'est-à-dire le pouvoir qu'ont les algorithmes sur nos vies sociales et culturelles. Et donc, ça serait d'instaurer une relation critique à ces objets. Messieurs, est-ce que vous partagez cette définition? François Pellegrini. Oui et non. Alors, dites-nous pourquoi. Oui. Moi, ce qui m'intéresse pour faire en sorte que les personnes soient libres, c'est la connaissance de ce que j'appellerais de façon plus directe la pensée informatique. C'est comme ça que c'est vu dans l'apprentissage au lycée maintenant à travers les nouvelles disciplines, parce que ce terme d'algorithme est utilisé à tort et à travers et en général donc de façon non pertinente. Et pour comprendre ça, je vous ramène, on en avait déjà parlé lors de l'intervention, dans nos discussions préalables, à une remarquable conférence de François Elie. François Elie, qui est un prof de philo qui fait aussi de l'informatique. C'est une conférence justement sur l'école de la liberté et qui explique que dans toute discipline, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de l'usage, le niveau de la technique et le niveau de la science. Et la tragédie de l'informatique dans l'éducation nationale en France, ça a été que pendant 20 ans, on a dit oh, c'est pas grave, s'ils savent utiliser, c'est bien, ils sont très forts les jeunes. Mais quand on sait bien utiliser un outil, c'est qu'on est un bon esclave. Et parce que c'est très bien que l'esclave, il sache utiliser la charrue pour qu'il puisse rapporter de l'argent au maître.
Et puis, il y a le domaine de la technique, fabriquer les outils, et ça, c'est être un bon maître. Quand on fabrique des outils, on permet aux esclaves de mieux travailler la terre, et d'apporter un meilleur rendement aux maîtres. Et puis, il y a la science. La science, c'est comprendre les relations fondamentales. Ici, on parle de l'informatique en tant que science du traitement efficace de l'information et de ses relations avec la société, ce qu'on appelle le numérique. Le numérique, pour moi, égale informatique plus société. Et donc, dans ce schéma-là, arrive la notion d'algorithme. Mais c'est une notion qui est du niveau de la science. Un algorithme, c'est une méthode de résolution mathématique. Et puis avec ces algorithmes, on décide d'écrire du logiciel. Et à partir de là, on produit du logiciel qui est du code mort. Et ensuite, il y a des responsables de traitement, il y a des humains qui mettent en œuvre ces logiciels, qui embarquent un certain nombre de biais et qui, j'allais dire, mettent en œuvre ces traitements pour un certain nombre de finalités. Et c'est là-dessus que vont se poser des questions de loyauté. Donc c'est pour ça que parler d'algorithmes, pour moi, c'est rater la cible, parce que les algorithmes, c'est des méthodes mathématiques, et ce n'est pas la vraie question. La vraie question dans le champ social, c'est comment des responsables de traitement mettre en œuvre un certain nombre de traitements à l'endroit ou à l'encontre des personnes. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'objets techniques, il s'agit d'objets sociaux. Et c'est là-dessus que peuvent se poser des questions sur est-ce que j'ai envie que mes données soient traitées de telle ou telle façon, ou est-ce que j'ai envie que ma vie soit régulée par tel ou tel traitement. Et c'est là où on comprend mieux les choses, parce qu'un algorithme, c'est abstrait, et ça n'a pas de loyauté. La loyauté des algorithmes, c'est la loyauté du théorème de Pythagore, ça ne veut rien dire. En revanche, la loyauté d'un responsable de traitement qui met en œuvre un certain traitement dans un certain contexte social, ça doit nous interroger. Donc voilà, c'est pour ça que ce recadrage me semble important. Je pense qu'il faut arrêter d'utiliser ce terme d'algorithme pour parler des traitements, pour parler des responsables de traitement. Alors c'est des traitements algorithmiques, mais la vraie question, c'est qui traite les données et pour quelles raisons. Merci. Jean-Loup, je vous fais réagir à ce qui vient d'être dit, à la fois la définition de l'algolittératie de Sarah et celle de François. Allô. Ça marche. Ouais. Alors, c'était hyper intéressant, mais je vais regarder cette conférence de M. Elie. Alors, moi, ce que ça m'évoque, c'est un chiffre, juste parce que moi, c'est le chiffre, pas de départ, mais je trouve que c'est le chiffre qui est intéressant parce que c'est là où on va parler social et économie. C'est 1 milliard d'heures sur YouTube par jour. L'humanité regarde 1 milliard d'heures YouTube par jour. Sur ces 1 milliard d'heures, il y en a 700 millions qui sont recommandés par YouTube. Okay. Ce chiffre, moi, il dit juste qu'on aura beau faire ce qu'on veut en termes d'éducation, en termes de programme éducatif, en termes d'enseignement, il reste le problème de comment, qui est responsable de cette recommandation-là. Et il est là le problème. Et le problème, c'est vrai que c'est pas forcément qu'un problème de traitement algorithmique. C'est là où moi, mon sujet de travail, c'est l'économie de l'attention. Le sujet, c'est que le modèle économique d'une énorme majeure partie d'Internet, c'est gagner du temps ou de la donnée, c'est-à-dire extraire de l'attention des gens ou extraire de la donnée pour ensuite en faire de l'intérêt économique et de la finance. Et à partir du moment où le système et les algorithmes sont au service, ou les traitements sont au service de ce paradigme-là, on est en grave problème. Et pour moi, le centre du problème est là. Et juste quelque chose pour dire que ça commence à intégrer la sphère politique. 2 exemples. Janvier, campagne de Yannick Jadot, donc, qui n'est pas connu pour avoir des propos très polémiques ou qui sortent un peu de la moyenne, ses conseillers lui conseillent un déplacement, une polémique. Pourquoi ? Parce que dans l'univers informationnel actuel, si vous ne faites pas de polémique, vous n'êtes personne, vous n'êtes pas écouté, ce que vous avez à dire n'est pas diffusé. La polémique fait exister ? Mais ça a toujours été le cas. Attention. Mais on a des caisses de résonance maintenant techniques qui font prendre de l'ampleur à ces phénomènes. Et autre sujet, du coup moi je travaille à Arrêt sur Image, ils ont fait une émission là hier sur un peu la vie du site, etc., etc. Et ils ont eu cette phrase que moi j'ai trouvée terrible, à laquelle je ne suis pas d'accord, c'est de dire un article ou un contenu qui a bien marché, c'est un article où il y a des centaines et des centaines de commentaires. En fait,
qui crée la discussion, soi-disant. Ça dépend Ou la polémique. Exactement, ça dépend de la discussion. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de biaisé et qui est à la base un modèle économique biaisé où la caisse de résonance algorithmique ne fait qu'aggraver le problème. Voilà. Pour moi c'est là, et c'est là où je rejoins ce qui a été dit avant. Finalement, chacun de votre côté, vous vous rejoignez. Sur cette intervention de Jean-Loup et de François, Sarah, il s'est dit beaucoup de choses auxquelles vous adhérez ? Alors, je pense qu'effectivement, disons qu'en fait, on fait le tour d'une certaine manière avec des angles un peu différents, mais en fait, ça vient s'articuler ou se corroborer. On voit bien qu'il y a la dimension évidemment politique, la dimension économique et cette question de quel est notre rôle en tant qu'individu. Je crois que c'est Jack Goody qui disait que la littératie, c'était le début des processus d'individualisation. Donc, en fait, c'est le processus où, à un moment donné, quand on a un certain nombre de repères éducatifs, eh bien, on va pouvoir se démêler, finalement, de notre environnement, et qu'il soit technique ou politique. Et donc, cette individualisation, on en a besoin pour mieux agir et savoir aussi à quel moment, finalement, on va être en mesure de se repérer dans cet espace informationnel, à quel moment on va choisir aussi comment on va laisser la boucle de YouTube nous emmener quelque part et nous plaire ou ne pas nous plaire. Mais c'est vrai dans plein de dispositifs autres que YouTube. Je pense à les Twitter, pas toutes les industries médiatisantes, les réseaux sociaux numériques. Pardon. Mais pour pouvoir échapper à ça, il faut quoi ? Il faut effectivement une connaissance, un apprentissage de la science de la pensée informatique, pour reprendre un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, François. Alors, il y a deux choses. Il y a l'usage de l'outil dans lequel on est enfermé parce qu'on n'a pas de contrôle sur les traitements algorithmiques qui sont mis en place par les différentes plateformes pour générer cette recommandation. Il faut comprendre que le modèle économique de ces acteurs, ça a déjà été dit par ailleurs par Jean-Louis Sarah, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Le but, c'est de faire en sorte que vous restiez mettre à disposition votre temps de cerveau sur la plateforme pour, in fine, consommer de la publicité, puisque c'est en général le modèle économique dominant de ces acteurs. Donc, si ces acteurs vous fournissaient des contenus au hasard, majoritairement, ce seraient des choses qui ne vous intéressent pas et vous partiriez ailleurs. Donc, le but de ces traitements algorithmiques tels qu'ils sont mis en place, et ça a été dit par un certain nombre aussi de transfuges de Facebook qui ont parlé auprès des différentes instances parlementaires, maintenant que celles-ci commencent à se saisir du sujet, c'est de créer du clivage, c'est de créer du conflit, c'est de créer de la réaction, parce qu'à travers la réaction, on fait rester les gens, et si les gens restent, ils consomment de la pub. Donc, peut-on échapper à cela ? C'est difficile, parce que de toute façon, c'est le modèle économique de base, et on n'a pas accès au paramétrage de ces outils-là. Donc, la réponse est à deux niveaux. Au niveau de l'outil, c'est de se dire, oui, effectivement, cet outil va naturellement m'entraîner dans une bulle de conformisme pour me renforcer dans mes préjugés et utiliser un certain nombre de biais cognitifs de façon à ce que je me sente bien et que je trouve des gens qui pensent comme moi et qu'à partir de là, je puisse émettre des opinions, ces fameux commentaires en disant « oh là là, tous des salauds », etc. Et ça me fait plaisir. Mais ça c'est des études qui montrent bien que, en particulier, ça a été mené aux États-Unis sur le sentiment d'appartenance démocrate-républicain. On se rend compte qu'après 10 ans de réseaux sociaux à haute dose, il y a un clivage extrêmement fort et le fait que le vivre ensemble est très atteint parce que les gens maintenant se polarisent. En fait, ces systèmes-là encouragent à une polarisation idéologique de plus en plus forte dans laquelle, finalement, on exacerbe le conflit et la discordance plutôt que l'accord. Donc, ça, c'est le fonctionnement réel. Donc, on peut se dire, je continue à rester sur ces plateformes, mais je vais accepter de faire des recherches au hasard ou essayer de trouver des sujets qui au départ ne m'intéressaient pas. C'est difficile. C'est difficile parce que justement l'outil n'est pas fait pour cela, il n'est pas conçu pour cela.
Après, dire ensuite, je ferme mon ordinateur et je vais dans une bibliothèque et je prends un bouquin au hasard, vous voyez bien que c'est un acte profondément militant aussi. Donc, y a-t-il moyen de s'en sortir? C'est compliqué tant que l'outil n'a pas été conçu pour cela, et je pense qu'il n'est pas conçu pour ça, puisque de toute façon, les personnes, rappelez-vous, deuxième principe d'économie, le premier principe d'économie, c'est rien n'est gratuit à part l'air qu'on respire, et encore. Le deuxième principe d'économie, qui a été rappelé aussi par Sochana Zuboff et autres, c'est si le service est gratuit, c'est que c'est vous la marchandise. Donc à partir de là, en tout état de cause, on est les utilisés de telles plateformes. Quel contrôle avons-nous sur elles? Directement, pas des masses. Alors, comprendre les choses, c'est déjà bien. Ensuite, arriver à utiliser ces plateformes d'un effet qui ne nous soit pas au final, excusez-moi, c'est le terme anglais qui vient, c'est detrimental, délétère, merci bien, qui ne nous soit pas délétère, ça c'est une autre paire de manches. Jean-Loup. Non, mais alors, moi, ça me fait penser, pour rebondir, en parlant de transfuge, il y a un vieux transfuge de Google qui s'appelle Tristan Harris, qui a un podcast que je recommande sur cette thématique qui s'appelle Undivided Attention. Et le dernier épisode là, qui est sorti hier, il faisait intervenir quelqu'un qui parlait de guerre civile et qui disait en fait qu'ils avaient étudié justement quelles étaient les conditions propices à la guerre civile, et en gros il disait que c'était des anciennes démocraties qui étaient en train de se déliter, parce que quand vous êtes dans un gouvernement autoritaire, entre guillemets, en termes de guerre civile, tout va bien vu que c'est maté dans l'œuf, alors que quand ça commence à se diviser, on a ces phénomènes-là. Et elle utilisait ça pour dire la responsabilité des caisses de résonance algorithmique là-dedans, dans le sens où on voyait bien qu'en fonction de l'arrivée du numérique et des réseaux numériques, les divisions et les polarisations qu'on a constatées depuis 10 ans aux États-Unis, et bien dans les endroits où le numérique est arrivé plus tard, la polarisation est aussi arrivée plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on est certain. Encore une fois, c'est pas corrélation n'est pas causalité n'est pas corrélation n'est pas causalité exactement. Mais il y a un faisceau d'indices qui vont quand même vers ça. Il faut s'en rendre compte. Et alors la question, c'est effectivement comment on fait. Pour moi, il y a 2 niveaux de questions. Le premier niveau, c'est si on devait faire, et là je rejoins sur l'outil, si on devait faire des algorithmes qui ne nous polarisaient pas, comment on le ferait? Alors déjà, ça c'est une grande question. C'est-à-dire que moi je veux bien, moi je suis militant climatique depuis 15 ans, si on me donnait les rênes de l'algorithme, je dirais oui, alors tout ce qui est climat, là, on y va, on bombarde. Mais en termes de choix démocratique, c'est un peu léger. Donc le choix se pose vraiment, c'est pour l'instant, l'économie de l'attention, elle est aussi très forte, parce qu'elle a un paradigme très très clair, qui est on va extraire le plus d'attention possible, de manière amorale, qui s'avère in fine être immoral, mais l'algorithme de base, il est amoral, le plus d'attention possible, n'importe quel stratagème. Et après, on va avoir un deuxième, pour moi, deuxième défi, une fois qu'on a des algorithmes de recommandation qui sont bons, c'est-à-dire démocratiquement choisis pour aller dans le sens de l'intérêt général. Déjà, grosse mission. Il y a la deuxième marche qui est comment on convainc les gens d'aller sur cet algorithme, ou comment on fait en sorte qu'il y ait des modèles économiques sur ces algorithmes qui soient meilleurs, plus efficaces que les modèles économiques qui sont sur les autres algorithmes. Parce que c'est bien gentil de faire une plateforme hyper ouverte, etc., s'il n'y a personne qui y va, et c'est le gros problème aujourd'hui. Hein. Il y en a plein des outils informatiques ouverts, et des réseaux qui ne sont pas Twitter, etc., il n'y a personne dessus. Et c'est le gros problème. Donc pour moi, il y a ces 2 marches. Comment on fait en sorte qu'on sache faire déjà des outils de recommandation qui aillent vers l'intérêt général, de manière démocratique ou en fonction des valeurs que chacun a, enfin du système qui veut les faire. Et deuxième, comment on arrive à faire un modèle économique viable pour ces plateformes qui utilisent ce genre d'algorithme. 2 problématiques que vous partagez, Sarah ? Oui, je ne sais pas si je vais rebondir exactement sur ces 2 problématiques-là, mais plutôt sur ce que disait tout à l'heure François Pellegrini par rapport à cette question de l'enfermement. Je me disais je me disais 2 choses. D'une part, en fait, on s'enferme tous de toute manière. On regarde nos bibliothèques, on regarde. C'est ce que j'allais dire. Journaux. On s'est toujours, pardon de vous couper, on s'est toujours construit des univers à travers nos bibliothèques, les disques qu'on s'achète. Ça existait déjà avant. La problématique, c'est que ça laissait pas de traces, ou en tout cas, ça en générait beaucoup, ça en laissait beaucoup moins, et ça générait pas de recommandations.
Oui, c'est ça. Et puis, enfin, je sais pas, on a vécu des repas de famille. On a tous un certain âge ici. On a vécu des repas de famille où en fait, on était aussi très clivés. Les positions étaient très polarisées et en fait, ça conduisait parfois à des départs un peu impromptus. Et ça, je pense que voilà, c'est quand même aussi des pratiques sociales, en fait. Ça renvoie à nos pratiques sociales, de constitution de nos identités, de renforcement de nos besoins aussi, de renforcer nos identités, de savoir qui on est et comment, en fait, on va aussi pouvoir le partager ou s'opposer à quelqu'un. Je pense que la démocratie, c'est aussi admettre d'être en désaccord et de justement pouvoir être en capacité de construire une réponse partagée et commune. Bon, alors après, là, les algos, je ne sais pas s'ils peuvent nous y aider, et ça, je vous rejoins pleinement. Et puis, le deuxième aspect, je pense au fait que alors, nous, on a fait une petite enquête sur les usages de Netflix et on a vu que, alors c'était auprès d'une population de 18-25 ans et on a assez vite identifié le fait qu'il y avait ce qu'on a appelé un travail du profil de la part des consommateurs et consommatrices qui disait d'une certaine manière, bon, ben, moi, je vois bien qu'il y a des catégories qui me sont soumises, il y a un rubricage, c'est pas mis dans le même ordre à chaque fois. Et on me pose parfois des questions, on me demande si j'ai aimé, pas aimé, etc. Et en fait, typiquement, il y a une vraie conscience de la part alors, des personnes qu'on a interrogées, hein, une quinzaine, pardon, qui nous disaient, en fait, par exemple, quand j'aime un film, eh bien, je vais vouloir que l'algorithme comprenne que non seulement je l'ai vu, mais je l'ai bien aimé, donc je vais mettre un petit plus, enfin, c'est un like. Ouais. Et si par contre je ne l'ai pas aimé, je vais aussi le dire, et surtout si je ne l'ai vraiment pas aimé, je vais l'indiquer à la plateforme pour que surtout, bien que j'ai vu ce film, que je l'ai regardé jusqu'au bout, je ne veux pas qu'il le considère comme étant un élément qui va me permettre, qui conduirait à ce qu'on me resuggère des films de la même nature. Et donc là, on voit bien que finalement, chez un consommateur, il y a aussi une conscience de l'espace algorithmique dans lequel il se trouve, une conscience qu'il y a des données qui vont être utilisées dans sa pratique pour pouvoir alimenter la recommandation et donc une recherche en tout cas de l'infléchir d'une certaine manière. Il y a une conscience, je l'entends bien. Est-ce qu'il y a une réelle connaissance ? Alors, après, effectivement, je pense que... Mais ça, alors, bon, moi, j'ai pas de compétences techniques et je connais des petits algorithmes. Puis j'ai des enfants j'ai une fille qui est en seconde, donc voilà, on fait un peu d'algorithmie quand elle a des devoirs et ça m'amuse. Donc voilà, je vois bien ce que disait tout à l'heure François Pellegrini sur la méthode mathématique. Donc ça, on peut en fait arriver d'une certaine manière à expliquer comment fonctionne un algorithme. Alors, nous, on a par exemple, avec Simon Chignard et Loïc Haï, on a travaillé on faisait manipuler des chaussettes. Donc, on ramenait un tas de chaussettes dans nos ateliers d'explication des algorithmes. Et on leur disait, ben voilà, comment vous allez faire des paires avec ce tas de chaussettes. Et en fait, donc on prenait une personne, elle tirait une chaussette, puis elle bougeait le tas, elle cherchait la correspondante, elle la posait à côté, ou on avait par exemple ceux qui allaient repérer tout de suite les chaussettes très claires. Donc on enlève toutes les chaussettes claires, hop, et il reste les chaussettes foncées, on sépare, et ça se fait visuellement assez facilement et on va constituer les paires. Donc voilà, en fait, en faisant tourner comme ça
plusieurs personnes autour de notre tas de chaussettes, on s'apercevait qu'il y avait plusieurs méthodes en fait pour pouvoir trier ces chaussettes. Et ça, typiquement, c'est le fonctionnement basique d'un algorithme de tri, et ça permet en fait de prendre conscience en fait comment ça fonctionne, comment c'est structuré, parce qu'on va pouvoir le formaliser en l'écrivant, en disant voilà, je fais ça d'abord, ensuite je pratique ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur claire, etc., etc. Donc ça marchait très bien, et je pense que l'enjeu c'est un peu de détechniciser, c'est-à-dire de pas se dire voilà, c'est une boîte noire, on peut pas y comprendre, etc. Ce qui est un discours qui est très souvent utilisé, je trouve, et qui nuit gravement à la prise qu'on pourrait avoir en tant qu'individu sur ces objets techniques. François ? Entièrement d'accord, hein. Ça fait partie de toute une pédagogie qui s'appelle l'informatique sans ordinateur. Et justement, il y a d'ailleurs plusieurs adages d'informaticiens à ce propos qui expliquent, moi ce que je dis à mes étudiants, c'est que pour faire de l'informatique, il faut 4 choses: papier, crayon, gomme, cerveau. Et l'ordinateur vient de surcroît, c'est éventuellement un outil qui va permettre de valider sur de grandes quantités de données les présupposés, mais l'algorithmique, Al-Khwarizmi, il faisait de l'algorithmique avant qu'il ait un ordinateur, donc ça montre bien que c'est totalement découplé. Il y avait un adage d'informaticien qui dit, parce qu'en anglais on dit computer science, ce qui est une vraie stupidité, mais c'est historique, ça vient de l'histoire du développement de l'informatique là-bas, et puis du fait qu'informatique c'était un mot, était une marque déposée à un moment donné qui les a empêchés de l'utiliser. Mais l'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est la science des télescopes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la science des ordinateurs, c'est la science du traitement efficace de l'information. Et les exemples avec les méthodes de tri, de chaussettes et autres, ce sont de très très bons exemples pour justement comprendre ce que c'est que la pensée informatique, c'est-à-dire je veux traiter de l'information, des chaussettes à mettre par paire, et j'utilise des méthodes plus ou moins efficaces de tri, de catalogage pour y arriver. Donc ça fait partie de tout un travail pédagogique maintenant, pour ceux que ça intéresse au niveau du primaire ou même du collège. Ça s'appelle l'informatique sans ordinateur, et je trouve que c'est pédagogiquement des gens qui font des choses absolument superbes. Alors, par rapport à ça, pour en revenir, l'exemple des débats politiques à table le dimanche avec tonton Dédé, il y avait justement un gros avantage, c'est qu'on ne pouvait pas partir aussi simplement. C'est-à-dire que je ramène aussi aux travaux de Zimbardo sur la question de la gestion du temps. On est maintenant dans un monde dans lequel l'attente génère une frustration de plus en plus insupportable. Et ça, pour la construction du développement psychique, c'est une catastrophe, parce que la frustration fait partie de la construction de l'individu. Et on est biberonné par des systèmes qui, immédiatement, d'un coup, on balaye à gauche, on balaye à droite, en disant « non, ça je veux pas, ça je veux ». On fait des tyrans informationnels, d'une certaine façon, et on n'a plus l'occasion de pouvoir être en désaccord. Avec tonton Dédé, il avait beau raconter des trucs et des trucs débiles, on passait du temps ensemble autour de la table, et même plusieurs personnes arrivaient à trouver des arguments ensemble, et on arrivait finalement à construire ce que Sarah a très bien décrit, c'est que la démocratie, c'est le droit de ne pas être d'accord, et c'est de trouver un vivre ensemble. Or là, maintenant, dans, j'allais dire, la relation solitaire avec le médium informatique et numérique, on est dans une personnalisation à travers cette recommandation qui fait que la personne, certes, on cherchera à satisfaire ses désirs, mais de fait, on la laissera seule avec une relation de tyrannie à la fois sur les contenus qu'on choisit et l'incapacité de gérer une frustration. Les gens qui regardent un film jusqu'au bout, maintenant c'est difficile parce que c'est plus l'ORTF, c'est la vidéo à la demande et je coupe et je reprends une autre vidéo. Et donc effectivement, je trouve que pour la construction psychique des individus, on est dans des mécanismes extrêmement destructeurs parce qu'on n'apprend pas la frustration et on n'apprend pas le temps long. Jean-Loup, je vous ai vu hocher de la tête. Non, mais en fait, moi, je me suis fait la même réflexion sur l'exemple du repas de famille. Parce que c'est toujours pareil, on n'invente rien. C'est-à-dire qu'il n'y a il y a rien qui est vraiment nouveau à aucune époque. L'humain reste l'humain et ça fait quand même 200 000 ans qu'on est génétiquement quasiment identiques. Donc, on est les mêmes. Par contre,
Moi, il y a cette phrase que j'adore, c'est de E.O. Wilson, donc c'est un biologiste qui a dit « Le grand problème de l'humanité, c'est qu'on a des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et une technologie divine. » Donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est que nos émotions, elles sont calées sur le fait, effectivement, qu'on va se quitter bon ami avec tonton Dédé, même s'il est raciste et que quand même il abuse à chaque fois. Et on n'a pas à faire ça, effectivement. Donc là, je ne vais pas répéter ce que vient de dire François, parce que c'est exactement ça. Et aujourd'hui, c'est même plus qu'on n'est pas d'accord sur des opinions, c'est même plus qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'il faudrait faire. C'est qu'on en arrive à un point de caisse de résonance où en fait on n'est pas d'accord sur ce qui se passe. C'est vraiment, actuellement, enfin moi j'ai parlé, là hier, on a parlé de propagande de guerre. Les gens vivent dans des mondes différents. Je ne sais pas qui a raison, mais en tout cas, il y en a un des deux qui n'a pas raison, ça c'est sûr. Alors moi, forcément, je pense que c'est moi, comme d'habitude. Mais il y en a un des deux qui, clairement, a tort. Et c'est vraiment comme si on allait sur Wikipédia et qu'on avait des pages Wikipédia qui étaient différentes en fonction de nos opinions d'avant. Et je pense que c'est radicalement différent dans l'organisation de la démocratie, parce qu'une des citations de Aron, c'est de dire que la démocratie, c'est l'organisation du dissensus. Donc l'organisation du dissensus, ça marche dans une certaine mesure du dissensus et dans une certaine mesure de temps passé à régler ce dissensus. Là, actuellement, on est en train de fabriquer des gens qui sont dans un dissensus tellement total, avec des institutions qui, je rappelle, du coup sont médiévales. Je trouve ça difficile, en tout cas sans pallier et sans prendre l'outil technique de résoudre ça. Mais les algorithmes, ils donnent une caisse de résonance aux émotions quand même, et notamment à la colère. Mais c'est juste, c'est ça, c'est une caisse de résonance. Alors pour le coup, je reviens sur des études qui ont été faites et qui montrent que les contenus qui génèrent le plus d'interactions, c'est les contenus qui déclenchent de la colère. C'est-à-dire, la colère, c'est l'émotion reine. Si vous voulez devenir un influenceur qui a de l'audience. Non mais c'est vrai, moi je le vois, et pour suivre des gens, je vois bien que les gens qui décollent, souvent, sont ceux qui... sont pas ceux dont je trouve la parole nuancée, complexe et la plus intéressante. Sauf qu'en fait, moi, à un moment, je me dis, ils sont intéressants. Et après, je les oublie parce qu'en fait, l'algorithme de recommandation ne les recommande plus. Donc, je les vois plus sur mon fil. Je suis abonné à plein de gens. Et dans ces plein de gens, je vois les plus colériques. Ou les tweets les plus colériques de ces gens-là. François, vous vouliez réagir? Juste un point, parce que ça me semble intéressant, c'est qu'effectivement, ce que tu décris tout à fait, c'est le règne où il ne s'agit plus de plus être d'accord, on est dans le déni. Et c'est vraiment sur le plan psychologique, on est dans la régression infantile la plus totale. C'est-à-dire qu'on ne construit pas le mécanisme d'accepter la frustration et d'accepter que non, le monde n'est pas comme on veut. Et le filtre algorithmique, c'est l'occasion de pouvoir n'être mis face qu'à des contenus qui disent que le monde est comme on veut qu'il soit. Et donc, à partir de là, ça entretient le déni d'une façon phénoménale. Cette notion de fait alternatif, le terme même n'a juste aucun sens. Les faits sont les faits, ensuite on peut avoir des opinions divergentes. Exactement. Mais la notion de fait alternatif, en soi, est une destruction totale de la réalité, parce que c'est la destruction de l'univers tel qu'il se déploie sous nos pieds. C'est gravissime. Et effectivement, comme le décrivait Jean-Loup, c'est la pente vers l'expression de dissensions telles qu'elles ne peuvent mener qu'à une dislocation de la société, que cela passe par de la guerre civile, par de la ghettoisation ou par d'autres phénomènes politiques et sociaux. Mais en tout cas, c'est gravissime. Oui, oui, tout à fait. Moi, je trouve ça très inquiétant, quand même, très sombre, tout ce qu'on se raconte. Et là, je suis en train de me dire, mais c'est quoi, avec le sourire, certes, mais il n'empêche, je me dis, c'est quoi la solution? La solution, finalement, si je vous écoute, elle n'est pas algorithmique? Et elle n'est pas qu'algorithmique? Alors, juste un point, parce que je reviens, c'est très important aussi. Il faut comprendre que nous sommes basés sur notre biologie. Et pendant des millions d'années, il y a un mécanisme qui nous a aidés à survivre, qui s'appelle le conditionnement pavlovien. Gurg est allé dans la caverne, il s'est fait bouffer par un ours. Zorg est allé dans la caverne, il s'est fait bouffer par un ours. Même si, effectivement, si nous on va dans la caverne, on ne se fera pas nécessairement bouffer par un ours, parce que peut-être que l'ours n'est plus là, peut-être que... mais en logique inductive, c'est un mécanisme qui, évolutionnairement, nous a protégés pendant des millions d'années. Ce mécanisme, la base, ça veut dire répétition égale vérité.
c'est de l'induction, mais c'est comme ça que nous sommes configurés. Et donc il faut comprendre, je ramène au bouquin de Gérald Bronner sur Apocalypse cognitive et d'autres, que l'ère numérique nous a fait rentrer dans une ère de déluge informationnel, dans lequel nos cerveaux sont bombardés d'informations, que ce soit par l'existence de l'ancêtre des réseaux sociaux qui s'appelait les chaînes d'information en continu, où toutes les 7 minutes exactement, on nous répète exactement la même chose. Et comme disait le bon docteur Goebbels dès les années 30, calomnier, il en restera toujours quelque chose, c'est-à-dire que notre conditionnement biochimique fait que répétition vaut vérité et que ça demande une énergie folle à notre cortex supérieur d'arriver à combattre ce déluge informationnel. Donc, comment peut-on s'en sortir ? Si on raisonne sur le plan simplement biochimique, en imaginant que nous sommes tous égaux parce que nous sommes tous foutus pareil, il n'y a pas des gens plus malins qui résisteront à la propagande et des gens moins malins qui résisteront pas à la propagande, à un moment donné, la fatigue cognitive fera que même les gens les plus capés en termes d'éducation ou autres tomberont dedans. Et d'ailleurs, c'est la notion de croyance, hein, c'est des éléments, par exemple, il y a un très bon bouquin de Thierry Ripoll aussi qui s'appelle « Pourquoi croit-on ?», qui est assez intéressant, qui explique toute cette biochimie, etc. Et donc, comment peut-on s'en sortir ? En retrouvant un espace de pensée psychique. Mais ça veut dire effectivement... Comment ? ça veut, ce que vous me décrivez. Mais alors, je ne suis pas le législateur. Maintenant, face à un problème, là je raisonne brutalement en tant qu'ingénieur, je considère qu'une chaîne d'information en continu ne doit pas exister parce que justement, elle ne permet pas le temps long et elle ne permet pas la prise de distance. Les réseaux sociaux eux-mêmes, il va falloir que, en tant que société, de savoir si on accepte d'y être soumis en permanence, connaissant, et Jean-Louis l'a expliqué, le modèle économique de ces acteurs qui sont basés à un moment donné sur l'équilibre financier et le profit. Eux cherchent à cliver parce que c'est la façon de retenir les gens et ça fonctionne. Donc la question, c'est comment protège-t-on notre espace cognitif de ça ? À un moment donné, il va falloir mettre en place de la régulation. C'est mon... J'allais dire, je dis ça de façon totalement abstraite. Est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que sur les réseaux sociaux, par exemple, de la régulation aujourd'hui, vu la manière dont les gens se les sont appropriés, ça n'est pas trop tard ? C'est une question. C'est comme le changement climatique. On ne peut pas se poser cette question. Il est trop tard, on s'en fout. Maintenant, c'est un truc, il faut... c'est là. Voilà, la question de c'est trop tard, c'est juste qu'on n'a pas le luxe de se poser la question de c'est trop tard. C'est le genre de sujet où, ben ouais, mais on va quand même le gérer. Et alors, pour revenir, moi, c'est pour ça que j'adore cette phrase de on a des émotions paléolithiques, des institutions médiévales, une technologie divine, parce qu'en fait, elle donne les 3 grandes pistes de solution. Les 3 grandes pistes de solution, c'est si on n'arrive pas à maîtriser cette technologie car elle est trop puissante, il faut peut-être décroître dans le sens technologique en disant bon ben on n'est pas capable de le gérer donc allons-y un peu plus mollo sur la techno. Le deuxième truc c'est de dire mais les institutions médiévales, et là on revient, c'est de la régulation, hein. C'est comment on fait pour réguler. Et je pense, et c'est pas moi qui pense, et je répète ce qu'a dit Tristan Harris, où il dit on était dans un monde où en gros il y avait des choses qui étaient légales et illégales. Il est illégal de mettre certaines publicités le samedi matin parce qu'il y a les enfants qui regardent, mais ce qui était illégal offline est devenu complètement légal online. Donc il y a la régulation n'a pas du tout suivi. Donc effectivement, il faut réguler. Et après, la troisième piste, c'est effectivement le coup des émotions. Et sur ça, il y a un exemple hyper intéressant, c'est qu'on a tous le sentiment d'empathie. L'empathie, c'est une émotion qui est très très bonne parce qu'elle est court-termiste et géographiquement localisée. Donc la personne qui va être dans la détresse là en sortant de la salle, je vais avoir une envie irrépressible de l'aider. Ce que je n'aurais absolument pas un quart d'heure plus tard, ou alors pour quelqu'un qui est dans la même situation au même moment à l'autre bout du monde. Et là, c'est un truc, il faudrait effectivement qu'on développe, mais alors là, l'évolution elle met un peu plus de temps que ça, quelque chose de l'ordre de la compassion rationnelle pour tout le monde, tout temps, tout être sentient. Et je conclus sur ça. C'est une formule que j'aime bien. Il y en a qui disent, au moment où on a upgradé les softwares et les algorithmes de recommandation, on a quelque part downgradé l'esprit humain, dans le sens où l'esprit humain est toujours le même. Mais en fait, on l'encourage dans des biais cognitifs, au lieu, avec les problèmes long terme actuels, qu'on arrive à s'en extraire. Donc c'est vraiment paradoxal. On va dans la mauvaise direction sur ce coup. Sarah Labelle, sur les solutions. Oui, alors, je sais pas, je voudrais juste, je vais essayer de répondre à la question des solutions, mais en tout cas,
à mon avis, il y a un des enjeux, c'est de savoir comment on définit l'esprit critique. Parce qu'en fait, l'esprit critique, c'est pas seulement se dire qu'il y a des gens qui, en fait, savent, il y a des vérités vraies et des choses qu'on peut définir comme étant absolues dans notre environnement. En fait, il y a beaucoup de savoirs qui évoluent avec le temps. Il y a beaucoup de savoirs qui sont constitués à partir de questions qu'on se pose et que ces questions, elles sont situées. Un savoir n'est pas fixe. Il n'y a pas de stabilité des savoirs. On est sans arrêt dans un... si on fait de l'histoire des sciences, on va bien comprendre que notre rapport à notre monde proche et à notre monde lointain a largement évolué dans les 400 dernières années, si on ne prend que celle-ci. Et donc, je pense aussi que l'esprit critique, en tout cas tel qu'on pourrait le promouvoir, c'est aussi construire un rapport critique à la constitution des savoirs et à leur manière d'être institués. Il y a des savoirs qu'on juge bons à un moment, qu'on juge moins intéressants à un autre, et surtout qu'on donne aux individus la capacité de se situer par rapport à ces savoirs, c'est-à-dire non pas de les remettre en cause, mais par contre de pouvoir les questionner, de pouvoir les interpréter pour soi-même, en conscience, être acteur et avoir du pouvoir d'agir dans la société dans laquelle on se trouve. Moi, j'avoue que et ça, de ce fait-là, si on se repose la question en termes plutôt d'ingénieurs sur les algorithmes, etc., on va revenir à ce que disait François Pellegrini au départ, c'est-à-dire qui conçoit, qui définit les variables, qui a intérêt à instaurer tel ou tel principe d'organisation des contenus. Et donc, évidemment, on va réintégrer des principes moraux, des principes éthiques au moment de la conception et au moment aussi de la mise sur le marché de ces technologies. Aujourd'hui, on voit bien que dans les processus de régulation tels qu'ils sont mis en place par les politiques publiques, que ce soit au niveau national, européen ou international, eh bien, la manière dont c'est fait, nous, avec Christine Chevret-Castellani, on a appelé ça des dispositifs de frottement. Alors, c'est un peu, voilà, ça peut être... parce que, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans ces dispositifs qui sont des dispositifs communicationnels, on met ensemble des acteurs publics, des acteurs des grandes industries, et on voit en fait comment finalement on va pouvoir faire converger l'idée que le marché doit rester bien en place et comment on va pouvoir définir des règles qui sont plus ou moins contraignantes. Et on s'aperçoit que la dimension contraignante, elle est extrêmement faible du fait de ces frottements, justement. Et donc, nous, on a montré que ces frottements ils conduisaient à une forme de neutralisation et une tendance, finalement, à justement reporter sur la technique, qui serait, alors, vous disiez divine, mais elle n'est pas divine, en fait. La technique, c'est quand même, Simondon l'a bien montré, c'est quand même nous qui la produisons. Vous le disiez au départ. Donc, en fait, elle n'est pas au-dessus de nous, en dessous de nous, je ne sais où. C'est à nous, à un moment donné, de garder le pouvoir dans ces dispositifs-là. Voilà, je laisse la parole pour ne pas parler trop longtemps. On va faire réagir et puis on va passer aux questions de la salle. En fait, moi, à la base, par exemple, quand j'ai fait la marque Homo Conscientus, qui est mon projet actuel, j'avais un peu la sensation, je me disais, effectivement, si on était tous un petit peu plus conscients, par exemple, des enjeux climatiques, ça irait mieux. Et en fait, plus ça va et plus la métaphore ou l'analogie qui, moi, me semble parlante, alors elle a ses défauts, comme toute analogie, mais elle est parlante, c'est que je me demande juste, dans un cerveau où tous les neurones sont hyper connectés les uns aux autres, je ne suis pas sûr que le fonctionnement du cerveau est hyper bon.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est une crise d'épilepsie, quand tous les neurones sont connectés à un moment et sont hyper activés tous en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir des gens qui ont plein d'esprit critique. Mais je pense qu'en fait, si tu as une société où les 7 milliards de personnes ont de l'esprit critique à fond, je ne suis pas sûr au final qu'elle arrive à régler tous les problèmes qui se posent à cette société d'une meilleure manière. Dans le sens où je pense qu'effectivement, il y a un enjeu individuel, mais il ne faut pas oublier cet enjeu qui est la manière dont l'information circule dans le système. Parce que oui, on peut douter de toutes les théories scientifiques, et c'est ce que fait la science en permanence, et elle se renouvelle, et c'est très bien. Mais si tout le monde se met à douter en permanence de tous les consensus scientifiques au même moment, ça va. C'est ce qui se passe en fait. Moi, je le vois avec la Russie et l'Ukraine. Mais l'esprit critique, c'est pas le doute, hein. C'est pas que le doute. Enfin, juste, non. pardon. Oui, non, je dis pas ça, mais je dis juste que si en permanence, effectivement, on a ce truc-là de dire non, mais en fait, c'est pas sûr parce que potentiellement ça va évoluer et que en fait ça empêche l'action publique d'aller dans un sens certain, mais peut-être plus probable. C'est ça, en fait, c'est l'approche bayésienne du monde. C'est à un moment, effectivement, il va bien falloir bouger dans un sens. Et bien, on bouge dans le sens qui est le plus probable. Et en fait, cette recherche de consensus quelque part dans la probabilité de l'action, il faut quand même se rendre compte que ça n'est pas basé que sur les individus qui, en leur nom, choisissent complètement. Et juste, c'est vraiment la notion de liberté. C'est-à-dire qu'en gros, la liberté individuelle dans une société qui ne te garantit aucune liberté, ça n'est pas une liberté. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable de maintenir une société qui nous permet une certaine liberté individuelle? Et pour moi, la réponse, c'est pour l'instant pas trop. Et donc je pense qu'il faut aussi se poser la question, et c'est pas pour dire que je suis en accord vraiment avec tout ce qui a été dit, mais je pense il faut pas surestimer le pouvoir individuel qu'on a en tant qu'individu qui a l'esprit critique, et qu'il faut vraiment se poser la question sur comment circule l'information dans l'univers informationnel actuel, parce que c'est ça beaucoup qui joue dans les problèmes, je pense, qu'on rencontre. Ça pourra faire l'objet d'une nouvelle conférence. Mais là, ça ne va pas être possible parce que j'aimerais bien que vous vous posiez des questions si vous en avez. Sinon, nous, on continue. Vous avez vu que sur notre lancée, sur leur lancée, en tout cas, il y a pas mal de choses à dire. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Donc, je vais me lever pour vous les faire. Je vais prendre ce micro-là. Voilà, vous prenez l'autre pour y répondre. Hop. Essayez de ne pas tomber. Tenez. On vous écoute. Merci. Allô? Oui, ça marche, très bien. Merci tout d'abord, c'était très intéressant les angles de traitement du sujet. Enfin, j'avais jamais entendu des critiques comme ça, donc merci beaucoup. Et ensuite, l'impression que ça me donne en fait, c'est que moi j'avais en tête par exemple l'affaire de Cambridge Analytica, si je me souviens bien du nom, avec Steve Bannon, Trump, tout ça, qui du coup une instrumentalisation politique XXL des algorithmes et tout. Et ça me donne en fait l'impression que cette affaire-là, qui est scandaleuse et tout, finalement, c'est qu'un symptôme du vrai souci, en fait. Le souci de fond, c'est les algorithmes et tout. Et voilà, votre tête, je crois que j'ai déjà ma réponse. Alors, moi, je n'ai pas vu votre tête, alors je veux bien la réponse. Alors, à 18h, de toute façon, il y a une conférence là-dessus aussi. Donc, tout à fait. Vous m'y reverrez. Ouais, je pense que votre constat est juste, c'est-à-dire que parce que, de toute façon, la plupart des modèles économiques privés actuels basés sur des plateformes numériques, dans lesquelles, en fait, on a une illusion de gratuité. Alors, le modèle économique de cette plateforme est basé sur la valorisation de la donnée produite par les personnes elles-mêmes, hein. C'est le modèle de capitalisme informationnel, voire Zuboff qui a déjà été cité. Et donc, on est dans des modèles où les acteurs seront d'autant plus riches qu'ils profilent de façon de plus en plus intime les personnes. Parce qu'un delta de quelques pourcents de clics sur telle ou telle publicité qui vous sera présentée, ça fait des centaines de milliers de dollars en plus ou en moins pour l'acteur. Donc on est dans des modèles économiques qui sont, qui de façon inhérente, vont vers un ciblage de plus en plus fort des personnes et qui conduisent ensuite, quand ces stocks de données sont disponibles, à ce que des personnes fassent ce qui s'appelle en droit de la protection des données à caractère personnel un détournement de finalité, ce qui est l'exemple de Cambridge Analytica,
où le ciblage des personnes a été mis en œuvre pour leur proposer une propagande politique orientée de façon à manipuler leur vote. Donc, effectivement, tout ça, c'est basé, au final, c'est un symptôme, Cambridge Analytica est le symptôme du fait que le profilage généralisé des personnes de façon individualisée a été mis en œuvre parce que c'est le substrat du modèle économique de ces acteurs. Et qu'effectivement, l'une des solutions, puisqu'on en parlait, c'est aussi d'accepter de payer pour qu'un service soit rendu, parce que dès le moment où on paye, on n'est plus l'objet utilisé par le modèle économique, on n'est plus le temps de cerveau disponible qui est revendu à des clients, on redevient le client. Mais ça, malheureusement, ça suppose que les personnes investissent. D'abord, il faut lutter contre cette impression de gratuité qui n'est pas exacte, on le voit bien, elle a des effets délétères. Mais ensuite, il faut accepter de payer pour des services. Et là, on va se retrouver avec une fracture entre les gens qui peuvent payer et qui donc seront plus protégés parce que leurs données ne seront pas exploitées de la sorte, et ceux qui n'auraient pas les moyens de pouvoir payer pour maîtriser le service, et qui, de ce fait, seraient, eux, l'objet de ce suivi algorithmique. Donc, voilà, mais tout ça pour dire que je pense que votre sentiment est correct. Et j'ajoute juste que le fait de payer pour un service, ça ne résout qu'une partie du problème. Parce que, par exemple, Netflix est aussi quelque part dans le domaine de l'économie de l'attention alors que vous payez. Parce qu'en fait, on est dans un univers attentionnel tellement concurrentiel aujourd'hui que si Netflix n'arrive pas à vous rendre addict à Netflix, vous allez trouver que la valeur ajoutée d'autres plateformes gratuites est plus avantageuse et vous allez vous désabonner de Netflix. Donc en fait, il n'y a personne qui a Netflix et qui regarde une série tous les ans. Ça n'arrive pas. Parce que quand même, elle est quand même bloquée dans un univers attentionnel qui est hyper concurrentiel et qui fait que voilà, on reste sur la série. Donc c'est assez intéressant de se dire que le problème, il est encore même plus large. Mais on n'a pas le problème dont vient de parler François, sur les données, effectivement. Vous êtes plutôt safe vis-à-vis de ce qu'on fera de vos données dans le cas où vous payez. Mais vous êtes quand même dans un truc addictif où la théorie de Netflix, c'est quand même leur concurrent, c'est le sommeil. Ce qui est une phrase qu'il a vraiment dite. Hein. Son concurrent à la marge, c'est le sommeil. Ça fait réagir ici et là, alors on écoute. Bonjour. Alors du coup, je me pose la question de savoir si la solution pourrait pas être de rendre l'infrastructure de ces réseaux d'en faire une sorte de bien commun ou de bien collectif, un peu comme RTE pour le réseau électrique ou Enedis pour le réseau électrique, ou la société qui s'occupe des chemins de fer pour le rail. Très bonne question. Est-ce que c'est pas ça la solution? Ou est-ce que ça n'en est pas une en tout cas? Pour moi, ça fait partie des pistes quand on parle de législation. Effectivement, si on veut légiférer, il faut quand même avoir des marges de manœuvre. Après, moi, je ne suis pas expert de ça, mais ça me semble être le genre de choses qu'il faut regarder, oui. Alors, il faut découpler les tuyaux et les services. C'est-à-dire que l'Internet, c'est les tuyaux. Et pour le moment, il y a je dis pour le moment, hein, il y a un tel éclatement des fournisseurs qu'on est un peu comme dans le milieu du chemin de fer des années 1910-1920 avec plein de petites compagnies et d'opérateurs qui ont tel ou tel bout. En revanche, on voit en ce moment de plus en plus une concentration autour des câbles transatlantiques. Et ces câbles transatlantiques, effectivement, dont de nouveaux viennent d'atterrir, sont directement possédés en propre par les grandes plateformes de façon à pouvoir déverser leur contenu. Parce qu'il faut comprendre qu'un silo centralisé, c'est un modèle totalement antagoniste à celui de l'Internet, puisque l'Internet avait été conçu comme un réseau acentré. Donc on s'éloigne un petit peu de ce dont on discute, mais pour moi, faire en sorte que les tuyaux soient une infrastructure, ce n'est pas la solution au problème qu'on se pose maintenant, parce que le problème qu'on se pose maintenant, il concerne les services, et pas les tuyaux eux-mêmes. Et donc, toutes ces questions-là sont indépendantes de qui a la main sur les tuyaux. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous sur un point, c'est que de toute façon, une infrastructure doit être publique. C'est pour ça que les fibres, les câbles et autres doivent appartenir à la puissance publique, qui ensuite les loue aux opérateurs qui les éclairent. Donc ça, c'était une logique d'équipement, en particulier pour le fibrage des petites communes et autres, ou passer par un opérateur à qui on donne la possession des infrastructures et des fibres. Ça, c'est une vaste connerie, mais heureusement, les pouvoirs publics en sont revenus.
Mais c'est un problème découplé de celui qui nous occupe, qui est comment un fournisseur de services va rentrer dans une logique d'exploitation des usagers de son service pour ses intérêts propres et des risques sociétaux que cela fait poser, enfin que cela induit sur la capacité d'autonomie de pensée de l'ensemble des membres de notre société. Alors j'ai vu Sarah hocher de la tête. Vous voulez ajouter quelque chose, Sarah? N'hésitez pas. Hein. Oui, alors. Merci de me donner la parole. Oui, peut-être deux petites choses. Je pense qu'effectivement, il y a des enjeux. Enfin, on a parlé de neutralité du net. On a parlé du fait qu'il y avait une perte à ce niveau-là. Je pense que c'est un des points sur lequel il faudra être très vigilant dans les années à venir, d'une part. Et puis peut-être l'autre élément. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière sur la question de Cambridge Analytica. Il me semble en fait que ce à quoi il faut aussi faire attention dans la manière dont on analyse ces phénomènes-là, c'est de ne pas avoir l'idée que l'information, ça se répand comme un virus. Enfin, de ne pas avoir une conception épidémiologiste en fait de la circulation de l'information. Une information, à un moment donné, il me semble qu'on l'interprète. Nous ne sommes pas des êtres qu'on remplit d'informations. On a passé l'idée de la seringue hypodermique pour enseigner, me semble-t-il, même si la répétition est toujours un élément important dans notre pratique auprès des étudiants, en tout cas, puisque j'enseigne à la fac. Mais voilà, il y a cette idée quand même de faire attention qu'on n'est pas dans la contagion, pour critiquer un peu ce que Dan Sperber disait, la contagion des idées, où il y a une désincarnation finalement des dispositifs médiatiques et aussi une homogénéisation des publics. C'est-à-dire en fait comme si on était tous les mêmes derrière nos écrans d'ordinateur, comme si en fait on n'avait pas des capacités d'analyse, d'interprétation et donc aussi de ce que Ricoeur appelait un acte créatif en fait quand on est face à nos écrans et en fait je pense que c'est vraiment je dis ça parce que je pense qu'il y a une tension aujourd'hui entre cette manière dont on va attribuer un rôle déterminant aux algorithmes de configurer nos environnements informationnels et nos propres capacités et se rappeler sans cesse qu'on est capable d'interpréter et qu'en fait des fois aussi on a envie d'être porté sur certains éléments, sur certaines moi je pense que Cambridge Analytica, c'est vrai que c'est le symptôme d'un pouvoir des algorithmes, mais c'est aussi le symptôme d'autres problématiques sociopolitiques qui ont été prises en charge en fait par des acteurs politiques pour en bénéficier. Et ça, on ne peut pas non plus complètement l'évacuer. Alors, on va prendre une dernière question parce que l'heure tourne et il faut qu'on libère la salle. Il y a une autre conférence derrière. De monsieur, on vous écoute. Ouais. Alors moi j'ai noté plein de trucs, mais je vais aller très vite. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que le fait de payer garantissait d'une certaine manière qu'on n'allait pas... moi je pense que ça garantit rien du tout en fait, parce qu'on a un problème déjà de confiance vis-à-vis de ces multinationales qui possèdent et qui traitent nos données. Et qu'on ne sait absolument pas si le fait de payer un abonnement Google à Gmail va empêcher Google d'utiliser telle ou telle donnée vous appartenant et les revendre à quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi. Et il faut savoir en plus que ces données sont utilisées pour augmenter la pertinence des recherches que ça font, etc. Donc ces données, ils les utilisent pour eux, mais accessoirement, je pense que c'est tout à fait accessoire dans leur cas, aussi pour nous. Parce que mine de rien, on ne va pas sur tel ou tel moteur de recherche, machin, parce que Google nous connaît et il sait que quand on fait une recherche, c'est ça qui va faire que que le moteur de recherche est pertinent, parce qu'il nous connaît, il sait ce qu'on cherche, il sait comment on s'exprime, comment on lui pose des questions, et il va nous répondre comme ça. C'est ça. Et voilà quoi. Moi, Payer n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire.
parce que ça fait rentrer dans une logique contractuelle, et ensuite, ce qui se passe, c'est écrit dans le contrat. Donc c'est pour ça. Voilà, maintenant. C'est dans ce sens-là. C'est seulement dans ce sens-là que je pose des choses. Tant que vous n'avez pas de contrat, ou plus exactement qu'il s'agit d'une pollicitation, c'est-à-dire vous cliquez sur « j'accepte », là, de toute façon, il n'y a pas d'échappatoire, parce que le responsable de traitement vous fournit ce traitement-là, et puis c'est « j'accepte » ou « j'accepte pas ». Dès le moment où on rentre dans une démarche contractuelle, alors les revenus de l'acteur peuvent dépendre de si vous êtes content ou pas. Et c'est là où un espace de négociation, mais dont je suis d'accord avec vous, il peut être extrêmement faible en fonction du rapport de force entre les acteurs, se met en place. Mais ça nous ramène à une question que j'aime aussi beaucoup traiter. J'ai écrit sur le sujet de la question de la souveraineté numérique. Les modèles économiques de ces acteurs, tant que vous n'acceptez pas de payer, il ne peut y avoir de concurrence. Ce que je veux dire par là, c'est que dès le moment où vous dites « Ok, je suis prêt à payer pour qu'un service me soit rendu », alors vous pouvez même imaginer fournir votre argent à d'autres acteurs qui vous fourniront un service et qui seront mieux-disants ou se localiseront les données dans un espace que vous maîtrisez mieux ou. Là encore, je ne dis pas que c'est une condition suffisante, je dis que c'est une condition nécessaire à la réouverture du marché, parce qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas de concurrence, alors il ne peut pas y avoir... Enfin, l'acteur dominant domine. Oui, alors moi je voulais rebondir sur quelque chose que disait Sarah, parce que je pense qu'il y a un désaccord qu'on a et qui est très intéressant, et du coup je voulais le clarifier pour tout le monde. Je pense que derrière le débat du libre arbitre, en gros, est-ce que chacun a le libre arbitre de vraiment choisir, etc., etc. C'est un sujet très compliqué qu'on ne va pas trancher aujourd'hui. Par contre, il faut se rendre compte que je pense que les algorithmes, effectivement, moi je parle juste d'une caisse de résonance. C'est-à-dire que ce n'est pas les algorithmes qui ont créé la polarisation aujourd'hui. C'est une caisse de résonance et c'est une des causes parmi plein d'autres causes, y compris les systèmes politiques qui sont de moins en moins capables de donner du confort à toute la population, etc., etc. Donc il y a plein de causes, mais les algorithmes en font partie. Et je pense au contraire de ce que je pense que Sarah pense, qu'il ne faut pas minimiser le pouvoir des algorithmes ou le pouvoir globalement de l'espace numérique dans lequel on évolue. Et pour ça, moi j'ai quelque chose de... Enfin, les statistiques montrent quand même le temps d'écran passé. Je pense que si on avait autant de pouvoir créatif que ça, chacun de nous, personne ne se lève et se dit à 3 ans, je vais passer 4 heures par jour derrière des écrans à consommer des médias derrière un petit écran. Personne. Ça n'arrive pas. Même mon petit-neveu qui a 5 ans, il ne me dit pas, je veux passer ma vie derrière un écran. Pourtant, on le fait tous. Donc il y a bien quelque chose qui est pour le coup, quelque part quasiment biologique, qui est actionné par tout cet univers-là, qui fonctionne. Je dis juste ça. Et je pense qu'en fait, et là il y a sûrement un désaccord, mais qui est intéressant, et c'est un désaccord qu'il y a, je pense, dans la communauté, c'est à quel point, en fait, où est le curseur entre oui, on fait ce qu'on veut, etc., et en fait, on ne fait que subir les algorithmes. Je dis pas du tout qu'on ne fait que subir les algorithmes, mais je pense que, contrairement à d'autres, en tout cas, moi, je place le curseur un peu plus sur oui, on n'est pas si indépendant et libre que ce qu'on voudrait bien penser. Voilà. Mais c'est un désaccord. C'est une histoire de curseur. Non, ça n'est qu'une histoire de curseur. Je suis désolée. Non, mais je le disais en même temps, hein, donc c'est un curseur, je l'ai dit. Donc tout va bien. Mon micro, mais je tiens à le dire. Oui, c'est un curseur, et je pense qu'en fait, on est plus vers le milieu. Si on met une grande barre, alors, mais chacun vous êtes plus vers le milieu. Voilà. Jean-Loup dit qu'on est un peu plus vers les algorithmes. Chacun son milieu. Chacun son milieu, en fait. Le milieu n'est pas le même. On va trancher le débat comme ça. On va remercier nos intervenants. Je suis désolée, je suis obligée d'écourter, mais il y a une autre conférence derrière. Donc merci à Sarah Labelle qui était donc en visio avec nous de Montpellier, à François Pellegrini et à Jean-Loup Fourquet. Pour info, si ça vous intéresse, suit dans quelques instants une conférence sur la parapsychologie, une science comme les autres, en anglais s'il vous plaît. Et moi je reviendrai, vous avez parlé de l'approche bayésienne, à 16h45 avec l'approche bayésienne, peut-elle enrichir la pensée critique? Alors justement, on enchaînera sur cette thématique. Merci à tous.